Le titre de la présentation, Panorama d'outils existants et en devenir pour améliorer le diagnostic de la gestion des risques chimiques. J'ai fait cette présentation-là avec mon cher collègue Tom Armstrong du New Jersey, qui est membre du comité que je vais nommer EASC pour Exposure Assessment Strategies Committee de l'AIHA. Donc, c'est une partie des gens du comité, c'est essentiellement des Américains et je suis le seul Canadien un peu perdu dans ce comité-là. Donc, je vais vous parler que des choses que j'ai faites à ce comité de volontaires, donc d'une façon bénévole, mais qui a eu des implications un peu partout. Et je vais tenter en 40 minutes de vous montrer 6 outils live et j'espère que ça va fonctionner. Et on va même se taper un peu de simulation Monte-Carlo en espérant que ça fonctionne et que l'ordi fonctionne. Donc voilà. J'ai laissé la partie anglaise pour ne pas me mélanger. Donc, la mission de ce comité, c'est d'assurer un leadership dans le domaine de l'évaluation de l'exposition et des stratégies d'évaluation de l'exposition au milieu de travail. Il y a un site Internet sur le site web de l'AIHA que vous pouvez retrouver. Il y a 2 documents fondateurs de ce comité-là, un document sur les stratégies et un autre sur la modélisation mathématique. Il y a même un petit jeu qui existe aussi. Et les outils sont téléchargeables. Je vais vous dire la relation qu'ils ont avec nous. Donc, je vais vous parler des outils du comité. Je vais vous parler très rapidement de IHSTAT, de IH-SkinPerm, de IH-Mod, que peut-être vous connaissez un peu. Et ensuite, j'aimerais parler, un peu comme David ce matin en a parlé, d'incertitude avec les modèles. Donc, on va tenter de rouler en simulation Monte-Carlo un des modèles de IH-Mod et aussi un modèle en gestion graduée du risque ou en control banding, comme on dit chez nous, et peut-être, si on a le temps, sur, pas le risque chimique, mais le risque lié aux épisodes de chaleur, et on va conclure. Donc, IHSTAT, je ne sais pas si les amis de la Corée sont ici, j'espère, puisqu'ils auraient pu lire ce que je vais vous montrer. Donc, IHSTAT est un outil statistique qui permet de calculer les paramètres des groupes d'exposition similaires ou groupes d'exposition homogènes, c'est peut-être comme ça qu'on appelle ça ici. Ça a été créé il y a une quinzaine d'années, mais depuis 6-7 ans, ça a été amélioré pour faire une version multilingue. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, et en fait, l'idée, c'est simplement de vous montrer qu'un outil peut effectivement aller jusqu'à un niveau de... Je vais trouver mon fameux bouton. Donc, les outils que je vais vous montrer, c'est des outils basés sur Excel. Donc, IHSTAT a été, avec la collaboration de plusieurs personnes, traduit en plusieurs langues. IHSTAT, je ne sais pas si c'est utilisé en France, mais c'est utilisé de façon assez courante dans plusieurs pays. On va quand même continuer de développer IHSTAT. Notre intention dans les prochaines années, c'est d'ajouter une option pour calculer les profils d'exposition avec des doses quotidiennes d'exposition au bruit en faisant le traitement logarithmique approprié. Si des traducteurs se proposent, on va ajouter d'autres langues. Et éventuellement, je travaille aussi à créer une sorte d'interconnexion entre IHSTAT et une base de données des entreprises pour mouliner la base de données pour sortir les paramètres que IHSTAT nous permet de sortir. Donc, c'est simplement pour vous montrer le genre de choses ou le nombre de langues que l'on peut. Donc, je vais vous parler de modélisation du risque chimique en vous disant qu'un modèle, ça permet, la conception d'un modèle, ça permet d'analyser des phénomènes réels et de prévoir des résultats à partir d'une application d'une ou plusieurs théories à un niveau d'approximation donné. On est toujours dans l'incertitude. Il faut bien comprendre que les modèles ne sont pas un substitut à la compréhension ou à la connaissance.
Et là, je n'ai pas traduit la phrase de mon collègue Michael J. Jock qui dit Always engage your mind before you engage any model. Donc, il faut vraiment aller voir ce qu'il y a en dessous du modèle avant de l'utiliser. Comme David l'a souligné, les modèles actuels sont encore sous-développés et ils utilisent souvent des hypothèses qui surestiment le risque, et ce, dans un souci de prudence. Et on a le concept qu'on appelle GIGO, donc Garbage In, Garbage Out. Ça veut donc dire que si on a des mauvaises données avec un mauvais modèle, on va avoir des résultats qui ne vaudront rien. Et l'inverse, même si on a de bonnes données dans un contexte où on a un modèle qui, lui, n'est pas efficace, va nous donner également de mauvais résultats. Je vais vous montrer un exemple que sans doute vous connaissez, le two-zone model, tout simplement pour expliquer qu'on peut, d'une certaine façon, prédire la concentration d'une substance dans l'air si tant est qu'un travailleur est en présence d'une source d'exposition pour laquelle on connaît un certain nombre de déterminants, notamment le taux de ventilation, notamment le taux d'évaporation ou la quantité déversée, en assumant par hypothèse le volume d'une zone rapprochée ou d'une zone éloignée. Donc, on peut prédire les concentrations avec un certain niveau de justesse. Il faut comprendre que les modèles sont bien plus qu'une simple description technique. Ils servent surtout dans une approche d'évaluation préliminaire, mais c'est aussi supporté par une base scientifique. Et c'est un peu le lifeblood, l'incarnation de la base scientifique du travail de l'hygiéniste du travail. Et ça assure une crédibilité à la démarche. Aux États-Unis, pays où souvent tout le monde poursuit tout le monde en cours, il y a des règles de prépondérance ou d'acceptabilité de preuves, et il y a des réflexions et des discussions qui se font actuellement. Un des concepts qui est utilisé aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le standard d'Aubert, qui vient d'une vieille cause. Et ce standard-là est appliqué à certains modèles actuellement. Donc, avant de parler des modèles dans l'air, je vais vous parler de I.H. Skinperm, qui, je l'ai appris la semaine passée, est maintenant disponible en version française sur le site j'ai failli commettre un lapsus, de l'INRS. Et on va tenter de le rouler. Simplement vous dire, les collaborateurs qui ont planché sur I.H. Skinperm sont Rosalie Tibaldi de Exxon Biomedical au New Jersey et Wiltenberg, un chercheur de la Hollande. Il est intéressant de savoir que nous trois, on ne s'est jamais rencontrés les trois ensemble. On a travaillé à distance pour faire ce que l'on a fait. Donc, je vous présente l'écran d'ouverture, mais je ne veux pas vous en parler plus. Là, comme on est aux États-Unis, il faut aller lire la mise en garde avant d'être bien certain qu'on sait ce qu'on fait, et on entre dans Donc, je vais rouler trois petits exemples rapidement. Le toluène. Donc, imaginons qu'on échappe 100 mg de toluène sur 1000 cm² de peau et qu'on regarde pendant 6 minutes qu'est-ce qui se passe. Donc, je clique sur « Démarrer » et le modèle va rouler, c'est la fameuse boîte noire. Et ce qu'on va voir ici, regardez la codification de couleurs. Cette période de temps-là, c'est 6 minutes. En bleu, qu'on ne voit presque pas, on voit le toluène qui va essentiellement s'évaporer parce qu'il faut tenir compte de l'évaporation, ce que fait Skinperm. Et il y a une partie du toluène qui va rentrer dans la couche cornée et qui va finalement entrer dans le système, mais c'est un pourcentage assez petit. Prenons un deuxième exemple avec une substance différente qui a des propriétés physico-chimiques différentes, donc l'alcool benzylique.
on va faire un même dépôt, mais on va regarder pendant 4 heures. On démarre le tout. Vous voyez que ça roule quand même, ça prend un certain temps à rouler. Donc, ce qu'on voit ici, parce que cette substance-là est moins volatile, elle reste un peu plus longtemps sur la peau, elle s'évapore un peu moins dans l'air, elle entre plus dans la couche cornée et au final, elle est plus absorbée. Donc, ça nous donne une indication du comportement d'une telle substance. Et regardons maintenant l'exemple du parathion. Et maintenant, on va regarder, toujours avec le même scénario de déposition, mais on va regarder sur 96 heures qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on ne voit rien en bleu. Tout est entré au début de l'exposition dans la couche cornée et ultimement, ça va finir par pénétrer. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que si on n'est pas protégé au début, bien, il est trop tard ensuite, ça va finir par être absorbé. Et si on allait voir dans les faits, qu'est-ce qui se passe pendant les 6 premières minutes d'une exposition au parathion? Donc, c'est à peu près ça. En l'espace de quelques secondes, le parathion, qui est sous une forme liquide, pénètre très rapidement dans la couche cornée, comme si c'était une éponge. Et là, il est stocké là et il va ultimement être... Donc, laissez-moi vous parler d'IH-mode. Je présume que, IH-mode, c'est pour estimer les concentrations de substances dans l'air. C'est un outil qui est disponible en français et on est en train de finaliser la version espagnole. D'ailleurs, l'outil que je vais vous montrer, vous allez le voir. Donc, ça s'utilise pour prédire des concentrations dans diverses situations de travail. Par exemple, le remplissage de barils, on pourrait estimer le taux de génération de la substance à partir d'une telle opération. Encore une fois, je vais vous montrer un des 11 modèles qu'il y a dans IH-mode, qu'on appelle le modèle, le Well Mix Box en anglais. Donc, l'idée, c'est d'estimer la concentration dans l'ensemble de la pièce et avec une équation qui est tirée du bouquin de l'AIHA, cette équation-ci. À un moment donné, on peut décider de fermer ou d'arrêter le processus d'émission pour tomber en mode de réduction de concentration. Et à ce moment-là, on va utiliser ce genre la deuxième équation. On va tantôt utiliser Donc, avant de rouler IH-mode, un mot sur l'exactitude des modèles. Par définition, ils sont inexacts, bien entendu. Mon collègue Nicolas Bertrand dit souvent qu'on pourrait leur donner un chiffre significatif, ce serait déjà bien en masse, mais l'idée, c'est d'avoir une première idée de la concentration. Il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement. Donc, IH-mode, on peut changer la langue. Voici les modèles qui sont permis. Il faut aller lire l'avertissement. On y revient, on passe ici et vous pouvez voir ici l'idée d'IH-mode, c'est à partir de l'équation que je vous ai montrée, d'entrer vos propres déterminants et vous allez voir en temps réel les concentrations telles que modélisées dans un modèle dit déterministe. Donc, la courbe rouge, incidemment, c'est la courbe de la concentration moyenne pondérée depuis le début de la concentration. Et on a ajouté un petit quelque chose ici qui est, à partir d'un point T donné, estimer la concentration des 15 minutes suivantes, comme pour faire appliquer une VECT, comme on dit ici en France. Donc, il y a 11 modèles comme ça qui sont tous bâtis de la même façon. Ici, on voit la coupure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier les déterminants. Si je prends le déterminant débit de ventilation et que je réduis la ventilation d'un facteur 3, on voit l'effet
de jouer sur le déterminant ventilation. Donc, encore une fois, ici, l'idée, ce n'est pas nécessairement de calculer, mais de faire comprendre le sens ou comment les déterminants agissent sur le modèle. Donc voilà, pour vous parler de simulation probabiliste, on l'a dit, il y a de l'incertitude, donc il faut trouver une façon d'intégrer l'incertitude dans nos modèles, et une des façons, c'est d'utiliser la simulation probabiliste qu'on appelle simulation Monte-Carlo, qui est basée sur les nombres aléatoires. Donc, le terme simulation Monte-Carlo vient de là, du jeu de la roulette. Donc, qu'est-ce que c'est la simulation Monte-Carlo? Ça vise tout simplement à calculer une valeur numérique à l'aide d'un processus aléatoire. Donc, c'est une approche statistique du risque qui consiste à isoler un nombre de variables clés et à leur attribuer une distribution de probabilité, et pour ensuite en faire une analyse de sensibilité pour voir comment jouent les déterminants dans le modèle. Donc, je ne sais pas si David est ici. On va prendre un exemple qui est tiré de Wikipédia. Imaginons M. David qui achète un terrain d'1 km par 1 km sur lequel il y a un lac, et il veut connaître la superficie de son terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Conceptuellement, il va prendre un canon, il va prendre des boulets, il va tirer de façon aléatoire sur son terrain, et il va ensuite tout simplement dénombrer le nombre de boulets retrouvés sur la terre ferme. Donc, qu'est-ce qui va arriver à partir de la simple équation du nombre de boulets retrouvés versus ceux qui ne sont pas retrouvés? Il pourra estimer la surface de la partie gazonnée. Donc, mais s'il ne tire qu'un seul boulet et que le boulet tombe dans le lac, il va inférer que son terrain est un lac, ou à contrario. Donc, l'idée, c'est de tirer un nombre N de boulets pour avoir une estimation aussi juste que nécessaire. Donc, appliquons ce même concept-là à des modèles pour introduire l'incertitude dans les modèles. Donc, on a une équation, et sur chacun des déterminants, on va attribuer une variabilité selon une distribution de différents types, log normal, ça peut être uniforme, discrète, normale, etc. Et on va tout simplement entrer un chiffre aléatoire à l'intérieur de ces distributions-là, on calcule le résultat et on répète un nombre n de fois, par exemple pour le modèle two-zone ou pour un modèle. Et conceptuellement, donc l'idée, dans le Well-Mixed-Box, on atteint ce qu'on appelle le steady state. Donc, le steady state, ou la concentration à l'équilibre, c'est une équation bien simple qui est le taux d'émission divisé par le taux de ventilation. Donc, si je place le taux de génération et le taux de ventilation ici, mais que plutôt que de dire que c'est 50, j'utilise une fonction qui va lancer un nombre aléatoire sous la distribution normale 50 plus ou moins 6, et je fais la même chose pour une distribution uniforme ici. Donc, j'ai deux chiffres aléatoires et j'ai ma concentration. Je prends mon doigt, je pèse sur F9 et je recalcule un autre résultat. Je prends mon doigt et j'enfonce F9 et je fais de la simulation Monte-Carlo. Donc, l'idée avec Excel, c'est de recueillir l'ensemble des résultats pour venir les porter dans une distribution de fréquence, qui est la distribution de probabilité d'occurrence des concentrations attribuables au modèle en fonction des incertitudes d'entrée. Et pour le Well-Mixed-Box, voici à quoi ça ressemble. Donc, j'ai pris les mêmes données ici. Je peux choisir ma distribution, excusez-moi, c'est en anglais, ce n'est pas encore traduit, fixe, normal, uniforme, log normal, triangulaire. Et je peux décider d'un écart type. Par exemple, je pourrais mettre 7. Oups, je suis en France. Excusez-moi. Les claviers ne sont pas pareils. Et je décide du nombre d'itérations et je clique sur les dés et je rejoue la simulation pour avoir non plus la courbe que IHmod me donne, la courbe noire qui est la courbe médiane, mais j'ai maintenant
le 5e, le 25e, le 75e et le 95e percentile. Donc, c'est vraiment la zone. Donc, je pourrais changer et dire mon erreur d'estimation est vraiment beaucoup moins grande. J'ai 360 plutôt. Je rejoue la chose et voici ce que ça donne comme incertitude diminuée. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce même concept-là sur tous les modèles de IH-mode. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, continuons le périple. Donc, on peut appliquer le même concept à la gestion graduée du risque. Donc, les deux hygiénistes qui ont travaillé avec moi, en fait, le modèle conceptuel a été conçu par Jennifer du Colorado et Susan Arnold à l'Université du Minnesota. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une matrice comme on a généralement en gestion graduée du risque et pour déterminer d'un côté l'exposition, de l'autre côté le risque lié à la substance elle-même. Donc, allons à la démo. Est-ce que je suis dans les temps, David? Oui? Donc, le Dermal Tool. Donc, encore une fois, ici, l'outil est utilisable en version déterministe. Donc, voici. Donc, l'idée, je réponds à 5 questions. Chaque question a une cote 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 nous donne jusqu'à 1024. Pardon. Donc, c'est l'échelle des X. Et ici, c'est l'échelle des Y. Évidemment, si je change une valeur ici, mon point va se déplacer. Et si je change une valeur ici, mon point va se déplacer et la couleur en conséquence. Donc, maintenant, si je reviens et que je rejoue la même chose, mais en Monte-Carlo, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je calcule un indice d'exposition, je pourrais avoir une erreur sur les X, comme je pourrais avoir une erreur sur les Y. Donc, j'aurais comme un double nuage et le croisement me donnerait une zone qui pourrait superposer plusieurs couleurs. Donc, l'idée, c'est quand on répond à une question, c'est est-ce qu'on est sûr à 100% que pour la question sur le risque de la substance, c'est la cote 3? Est-ce qu'on est sûr à 100% ou on est sûr que c'est peut-être 2 à 40% et 3 à 60%? Donc, on répète le même processus pour chacune des questions et on lance la simulation Monte-Carlo 524 000 fois pour avoir la distribution des couleurs dans le nuage qui a été représenté. Si dans un souci de prévention, je dis je vais changer de substance et que je vais travailler avec une substance qui est beaucoup moins dommageable, pour lequel j'aurai 95% de réponse 1 et 5% de réponse 2. Je relance ma simulation Monte-Carlo et je vois dans quelle mesure je suis rendu à l'intérieur de ma matrice. Donc, ce genre de réflexion-là pourrait être faite. J'ai fait un outil similaire avec Dave Zak de Californie pour les poussières de nano. Je vais sortir du risque chimique juste pour vous montrer, pour vous parler du risque physique à la chaleur. Donc, les épisodes de chaleur, selon le TLV Book de l'ACGIH, nous demande ou peut nous demander de calculer une alternance de travail, en fait, de calculer l'alternance travail-repos en situation de très haute température. Donc, l'idée, vous n'êtes peut-être pas spécialiste en contraintes thermiques, c'est de mesurer ce qu'on appelle un indice composite qui s'appelle WBGT, qui est un peu relié au degré centigrade, mais c'est beaucoup plus chaud. Là. Et en fait, la norme, elle est exprimée par une courbe qui dépend de la charge de travail du travailleur.
Donc, plus le travail est léger, plus la température permise est élevée. Or, si l'analyse du travail fait en sorte qu'on a une trop grande charge de travail et une trop grande température, bien, il faut donner une pause pour au moins rejoindre la courbe. Et ça se fait par un calcul itératif qui consiste à donner une pause, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à l'heure, jusqu'à se rendre au moins jusqu'à la... Donc, c'est un calcul itératif. Il y a un outil qui a été fait pour faire ça, mais quand on fait l'analyse de la charge de travail, il y a beaucoup d'incertitudes sur le point qui est mesuré sur l'axe des X, comme il y a une certaine incertitude méthodologique aussi sur la mesure même du WBGT. Donc, l'idée, je n'ouvrirai pas l'outil, mais l'idée, c'est d'attribuer, encore une fois, à la mesure du WBGT au poste de travail comme au poste de repos et à la charge de travail, exprimée en kilocalories, une certaine erreur et de rouler le modèle qui nous donnait, dans les faits, une seule valeur, la vraie représentation de l'alternance travail-repos, c'est plutôt, dans ce cas-ci, une courbe normale. Ça correspond bien mieux à la réalité, à tout le moins de l'estimation des paramètres d'entrée. Et quand on sait que pour les épisodes de chaleur, il y a beaucoup de variabilité dans la réponse biologique des personnes, il faut vraiment s'en préoccuper parce que c'est aux extrêmes que se situent les problèmes. Donc, avec un tel résultat, peut-être qu'il faut donner plus de pauses. Donc, ça, c'est le temps de travail qui serait admissible pour les paramètres d'entrée. Donc, encore ici, l'idée, c'est de lancer la simulation Monte-Carlo pour vraiment apprécier l'incertitude de nos réelles entrées. Donc, voilà. En conclusion, inclure l'incertitude dans la modélisation du risque, je crois que ça respecte davantage la réalité des milieux de travail. On est toujours en modélisation. Il faut prendre les résultats avec pincette, comme on dit, mais c'est vraiment important. Bon, j'utilise le logiciel Excel. Pour moi, c'est comme un jeu de Lego. Ça n'a qu'un avantage, c'est que tout le monde a Excel. Donc, si vous êtes en mesure de télécharger le fichier, la façon dont les fichiers sont construits, une fois qu'on les a maniés, ils sont toujours construits de la même façon, avec des écrans d'aide, avec des commentaires, et en version multilingue, ça devient facile à utiliser éventuellement. Donc, moi, je crois que les outils, ça doit être plus que des calculettes. Et en fait, à la limite, s'il n'y avait pas de résultat, ce n'est pas trop grave pour moi. L'important, c'est qu'on comprenne comment jouent les déterminants dans un modèle d'appréciation du risque. Je pense que c'est au niveau pédagogique que tout ça se passe. Cette compréhension permet aussi de mieux orienter les stratégies de prévention. Donc, par exemple, dans le modèle cutané, est-ce que si on diminue la fréquence, comment notre nuage de couleur va varier? Bien, ça peut nous aider à orienter les stratégies de prévention. Par exemple, dans le modèle de déversement d'IHMOD, si on a des très hautes concentrations, ça nous dit, bon, s'il y a eu un déversement, il ne faut pas entrer là. Si on est à 15 fois la norme, voilà, on va attendre X temps et une marge de sécurité avant d'aller faire le nettoyage. L'idée d'intégrer l'incertitude, je crois aussi que ça pourrait être une approche qui pourrait être étendue à d'autres domaines où l'incertitude est encore plus présente, là, en sécurité, en ergonomie et éventuellement pour les risques psychosociaux. La fin de la conférence. On a tous à prendre des décisions. Donc, les 3 personnes que je vous ai présentées au début, c'est 3 personnes qui ont été créatives dans la façon de prendre des décisions. Billy Beane était le gérant des Athlétiques d'Oakland au début des années 2000 et il a
avec ses collègues statisticiens, il a conçu un nouveau modèle pour trouver de nouveaux déterminants pour prédire quels joueurs des ligues mineures seraient les meilleurs et les moins chers. Donc, avec une masse salariale très réduite, Billy Beane a réussi à amener un club vraiment fauché à de très, très hauts niveaux. Donc, dans ce cas-là, ça... Anne Milgram, c'est une avocate qui était procureure de la couronne au New Jersey et elle voyait que les causes s'accumulaient, les prévenus étaient coincés en prison et avec une armée de statisticiens et de criminologues aux États-Unis, ils ont exploité les bases de données pour comprendre quels sont les déterminants de la dangerosité des prévenus. Est-ce qu'il fallait les libérer ou non? Ou en fait, quel était le pronostic? Et ils ont, à partir des bases de données, conçu un outil qui est utilisé par les juges dans les cours pour leur aider à décider si on doit libérer ou non un prévenu. Et finalement, Amy Webb, c'était une célibataire qui cherchait l'âme sœur sur les sites de rencontres et ça ne fonctionnait pas, son affaire. Elle a décidé de créer 10 profils masculins sur le site Web pour collecter des données des femmes qui s'intéresseraient à ces 10 profils-là pour connaître quelles étaient les données de sa concurrence à elle. Et elle a réussi. Vous pouvez aller voir ça sur... il y a une conférence extrêmement intéressante et drôle sur les sites TED. Donc, on doit prendre des décisions. On est incertain, mais il faut prendre des décisions. Donc, voilà. Il faut avoir des outils aussi bons ou aussi moins bons qu'ils soient, mais il faut s'aider de ça. Donc, merci pour votre attention et merci beaucoup à l'INRS pour son aimable invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Nancy. Merci.